Nous sommes avec vous, Odile. Vous allez Tout nous à parler fait. de votre coup de cœur de cette année, votre chouchou de cette année, le tome 2 de la trilogie Capitale du Nord de Claire Duvivier. Alors, je vous avoue que dans mon cœur, ça se dispute beaucoup entre Claire Duvivier et Claire North. Oui, comme par hasard, deux Claire. Oui. Voilà, des J'ai un autrices prisme clair. blanches et d'origine catholique et plutôt de centre droit. Est-ce qu'on peut y voir une orientation politique qui vous sied ? Tout à fait. Tout à fait. Donc Claire Duvivier, on le rappelle pour ceux qui ne suivent pas, a enchanté le monde de la science-fiction et de la fantasy avec son premier roman Un long voyage, paru aux éditions des Forges de Vulcain, alors qu'il se passe quelque chose dans le fond de la salle, on ne sait pas bien quoi. Et ensuite a surpris son monde en travaillant sur une double trilogie avec son compagnon Guillaume Chamanadjian. Lui écrivait une trilogie qui s'appelait Capitale du Sud et elle écrivait une trilogie qui s'appelait Capitale du Nord. Le premier tome, c'était Les Citadins de demain. On en avait parlé ici, on avait beaucoup aimé, c'était de la mise en place. Et là, nous avons le deuxième tome qui vient de sortir, ça s'appelle Mort au jet. Et c'est tout aussi formidable, voire mieux. Vous avez vraiment super aimé ce livre. Expliquez-nous pourquoi. Oui, complètement. Je trouve que c'est un... je pense que c'est un roman qui est quelque part meilleur que le premier au sens où il se tient à la fois tout seul comme roman, comme l'histoire propre à ce texte se tient, et en même temps qui sert de très bon marchepied pour la suite. Donc Mort au jet commence quelques mois après la fin de Citadins de demain. Ça va être difficile de parler de Mort au jet sans spoiler Citadins de demain. Je vais faire beaucoup d'efforts. Donc, si tu ne l'as pas lu, Public de Feu, peut-être tu éteins ton poste et tu vas sur RTL pour... Mais non, je fais un effort. Okay. Tu lis très vite, je ne sais pas. Donc, Citadins de demain nous laissait un peu sur un cliffhanger. Et donc là, on reprend de façon... à la fois plus calme et en même temps sur les chapeaux de roue, plus calme parce que tout ça nous est raconté quelques mois plus tard par Amélia et sur les chapeaux de roue parce que clairement en quelques mois il s'est passé beaucoup de choses et donc voilà, notamment Amalia et l'un de ses meilleurs amis, Irion, sont en fuite et donc ils se cachent et c'est dans la ville. Ils sont clairement les survivants des événements qui ont clos le tome 1. Vous arrivez tellement à contourner les fameux événements. Merci. Et à ne pas en parler, c'est merveilleux. Et en même temps, donc, leur fuite va suivre aussi avec l'évolution de la ville qui, donc, comme on le présageait dans le tome 1, était un petit peu... un peu au bord de l'émeute. Clairement, on sentait beaucoup d'agitation à venir. Donc, tout ça nous est raconté, comme dans le tome 1, du point de vue d'Amalia, qui traverse une phase très compliquée, puisque c'était une jeune fille de la noblesse qui avait un avenir tout tracé, à la fois où elle allait reprendre la direction de la compagnie maritime dirigée par son père, où elle allait se marier avec son autre meilleur ami issu lui aussi de la noblesse, et puis elle allait également récupérer la charge de députée de sa grand-mère au Parlement, et donc bon bref, elle allait être multicasquette et aucun rapport avec Agnès Pannier-Runacher, en fait, on n'est vraiment pas du tout dans le même... on peut dire que Amalia n'était pas dans la sobriété subie. C'est ça. Voilà, sans doute, elle était peut-être dans l'enrichissement subi, puisqu'on sait que être riche, c'est une peine. Oui. Qu'on ne mesure pas assez, je pense. Clairement, je ne mesure pas. C'est vraiment... C'est vrai que... J'en parle régulièrement avec mon banquier, il est d'accord que je ne mesure pas. Oui. Donc voilà, et donc là, elle est en train de se reconstruire une vie de fugitive, une vie dans la sobriété subie, et ça n'est pas évident. Alors, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que... Alors, évidemment, quand je fais une transition après avoir parlé de la sobriété subie, ça peut sembler malvenu. Mais disons qu'Amalia est un personnage assez fabuleux, qui est parfaitement incarné. Donc, évidemment, elle a ce trope qu'elle a eu une éducation dépourvue de toute culture artistique, créative, où on a fait très, très peu de place, voire aucune place au sentiment. Et donc, ça a quand même... façonner une personne très rationnelle et attachée à la rationalité. Et donc, c'est d'ailleurs un peu tout le propos de Citadins de demain. Exactement. Et donc là, on voit justement
les conséquences pour ce personnage qui se retrouve à vivre dans la clandestinité, qui se retrouve à faire face à des personnes et qui ne sont pas du tout comme elle, qui ne sont pas de son monde et auxquelles elle doit s'adapter et dans lequel même elle doit se fondre si elle veut survivre. Et donc elle embrasse ça et évidemment elle fait ça. Alors ça n'est pas un personnage robot et c'est pas du tout il me semble en tout cas que ça n'est pas l'objectif de Claire Duvivier que de dire on peut façonner un personnage robot. Mais par contre, on peut façonner une personne qui va avoir des sentiments, qui va avoir des doutes existentiels comme tout à chacun, mais qui va en faire très peu cas et se retrouver dans une très grande perplexité quand ses doutes et ses sentiments vont la traverser et voire la bouleverser. Et donc on suit ce personnage qui est quand même très curieux, qui cherche à comprendre ce qui lui arrive, ce qui arrive aux autres. Et donc du coup... ce qui arrive à son monde qui s'est un peu effondré quand même. Exactement. Et donc à travers elle, on suit donc évidemment aussi l'évolution de son camarade et complice Irion, mais on suit également toute l'actualité de la ville. Et de toutes les personnes qui vont leur être alliés et puis ceux qui vont pas être leur alliés. Les éléments les plus graveleux de la salle 101 qui suivent cette histoire souhaiteraient savoir si Amalia et son meilleur ami ont des rapports sexuels à un moment donné dans ce tome 2. Alors l'idée c'est que vous avez envie de lire le livre à la fin. D'accord. Donc du coup je ne dis rien. Parce que c'est pour Eldar Abdalov qui voulait savoir tout de suite. Il ne sera pas déçu. D'accord. Donc voilà, Amalia est vraiment la force de ce roman et je trouve ça très impressionnant de la suivre parce qu'en fait c'est très raconté. Il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas déroulées en direct, qui ne nous sont pas montrées. Et pourtant, on est fasciné par la façon dont c'est présenté, dont c'est amené, dont c'est compris par le personnage, qui est à la fois capable, du coup, de nous raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, et puis quelques pages plus loin, quelques chapitres plus tard, de se dire qu'en fait, elle n'avait pas tout vu et pas tout compris de tous les enjeux, de tout ce qui se passait, de tout parce que le monde dans lequel elle évolue n'est pas le sien. Et donc du coup on suit vraiment l'évolution de ce personnage et c'est très intéressant. On est dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'introspectif mais qui ne se détache jamais ni de la grande intrigue ni du plus globalement de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a quand même cette guerre dans les colonies qui a commencé. Il y a l'appauvrissement de la population, une partie qui est même mobilisée. Et donc du coup, toute cette instabilité, toute cette précarité, danger qui pèse sur la population la plus pauvre de la ville et qui est clairement une préoccupation pour Amalia. Alors tour à tour, parce que c'est une préoccupation parce qu'elle a besoin de savoir ce qui se passe pour survivre, c'est une préoccupation parce que elle s'en est toujours préoccupée, donc elle continue de lire le journal. Et puis c'est une préoccupation parce qu'en fait, ça va commencer à concerner des gens qu'elle fréquente au quotidien. Et du coup, naissent en elle le sentiment de l'inquiétude, du sentiment de perte, un peu de révolte, et en même temps de cet entre-deux dans lequel elle demeure parce que elle a toute sa vie passée qui est passée comme il y a quelques mois, mais qui n'est pas si lointaine. Mais pardon, mais est-ce qu'on a quelques explications non, mais la question est légitime, vraiment promis, je vous assure, sur ce qui s'est passé à la fin du premier tome dont on ne peut pas parler? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on comprend mieux pourquoi? Oui et non. C'est vraiment dommage si t'as pas lu le premier tome. Alors, je dirais que le tome 2 est rondement mené là-dessus parce que on est clairement... Il y a un jeu entre ce qu'on va nous dévoiler et ce qu'on on ne va pas nous dévoiler. On en dévoile clairement assez pour continuer de lire, de découvrir, d'apprendre et d'être parfaitement satisfait. Mais clairement, c'est un tome 2. Donc, ça n'est pas une conclusion et toutes les questions qui ont été initiées par le tome 1 ne trouvent pas leur réponse dans ce tome 2. J'ai une autre question. Là, tel que vous l'expliquez, Odile, tel que vous présentez ce livre, on a l'impression d'une histoire assez sombre, pesante. Est-ce que c'est le cas? Parce que je pense aussi aux 2 tomes de La Capitale du Sud.
du coup jumeaux de la capitale du Nord, qui ont plutôt cet aspect très enjoué, léger, drôle. Est-ce qu'on est allé aux antipodes de ça, ou est-ce qu'on a quand même un côté gay quelque part? Alors, je dirais pas qu'on est aux antipodes, je dirais que nous sommes sur un parfait équilibre. C'est un ton qui est beaucoup plus sombre que sur les tomes de Guillaume Chamanadjan. À la fois la gravité constante, il y a vraiment une tension qui pèse sur les personnages, et il y a vraiment cette idée de personnages qui sont complètement chamboulés, qui doivent vraiment désapprendre tout ce qu'ils ont appris, apprendre d'autres choses, des amitiés qui se brisent brutalement, et puis il y a clairement de la perte d'être cher. Et tout ça pèse, et il y a Amalia, on la suit, comme je le disais, il y a un côté introspectif, donc on est vraiment sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça lui fait, et on n'est pas dans le pathos, on est vraiment dans la prise de conscience tout au long du roman, et comment elle y fait face au mieux, comment elle y fait face en se trompant, comment elle y fait face avec son compagnon, et comment eux deux gèrent ces deuils, et parfois en accord et parfois en désaccord. Et après, on est très loin du pathos. Il y a des moments de légèreté, il y a des moments de victoire, il y a des moments de reconstruction. Et donc du coup, tout ça ne se lit pas de façon pesante, mais plutôt exaltante. Après, c'est pas la joie. Sur sur l'échelle de Patrick Sébastien, on a quel degré? Je demande aussi pour Eldar, hein, c'est pour ça. Malheureusement, un peu comme Amalia, ma culture ne m'a pas amené vraiment à découvrir Patrick Sébastien. Le mépris de classe dont vous faites preuve me consterne. Merci beaucoup, ouais. Ça me flatte. Ouais, voilà. Juste avant qu'on passe à autre chose et qu'on célèbre donc ce super roman que vous avez beaucoup aimé, un mot sur la magie. Elle est présente parce qu'elle était très, très légère, très diffuse dans le tome 1, et je me disais naïvement sans doute qu'elle allait faire une apparition de plus en plus importante dans le tome 2 et peut-être explosive dans le tome 3. Manifestement, j'ai tort, comme souvent. Non, elle est en fait pareil que précédemment, il y a des facettes qui sont explorées parce que ça se prête pour les personnages, et il y a des facettes qui sont clairement mises de côté parce que les personnages ne sont pas en situation d'explorer plus loin ces facettes-là. Voilà, en fait, le tome 2, il est concentré sur cette fuite, sur la reconstruction des personnages et comment ils vont se reconstruire en termes de... comment dire, personnellement, mais aussi comment ils vont un peu récupérer des cartes qui vont certainement jouer dans le tome 3. Et donc du coup, voilà, on sent que ça avance. Ils avancent pas au point de résoudre les intrigues du tome 1, de fait. Ok, bon, mais après, tout ça se tient, et je pense que c'est vraiment la partie très satisfaisante de ce tome 2, c'est-à-dire que vous le lisez, vous savez que vous êtes... que tous les personnages ont franchi une étape, il y a quelque chose qui se... clôture pour justement et qui va leur permettre sans doute d'aller jouer la dernière partie dans le tome 3, et ça c'est fait de façon assez magistrale, qu'on attend dans un an, donc vous disiez tout à l'heure. Oui, parce qu'en avril on a le tome 3 de Guillaume Chamanadjan, ouais. Et donc je pense que novembre de l'année prochaine, octobre de l'année prochaine, nous aurons le Claire tome 3. Duvivier, si vous nous entendez, allez hop, au boulot, feignasse. Merci beaucoup Odile. Il s'agissait donc du tome 2 de la trilogie Capitale du Nord de Claire Duvivier. Ça s'appelle Mort au jet, c'est aux éditions des Forges de Vulcain, le tome 1 également. Et si tu t'intéresses à Claire Duvivier et que tu es pauvre, et je sais que tu l'es, tu peux lire le premier roman de Claire Duvivier qui n'a rien à voir avec Capitale du Nord, qui s'appelle Citoyen de demain. Non, ça s'appelle pas comme ça, qui s'appelle Un long voyage, pardon, n'importe quoi, qui s'appelle Un long voyage donc, et qui est disponible en poche, donc au livre de poche. Voilà